à la Cotine Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et nous jasons à tous les jeudis soirs des dernières nouvelles et de l'action de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous envoyer des nouvelles que vous voyez passer ou les taguer avec le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat, on prendra vos commentaires, ou du moins on va essayer de prendre vos commentaires et vos questions durant le stream. Et une des questions, on la pose à chaque semaine, on la reprend sur les médias sociaux d'Able Esports. On veut vous entendre sur la question, allez y répondre, de nouveaux commentaires. Le but vraiment, c'est de faire jaser les gens et de comprendre ce que vous en pensez de ces questions-là de votre côté aussi. Sans plus tarder, merci encore d'être parmi nous. Encore tout plein de nouvelles, comme à chaque semaine. Vous m'avez moi, Mille, de retour, cofondateur VP développement des affaires chez Able Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Léo Vinci, de retour aussi, streamer, créateur de contenu chez Able Esports. Il organise d'ailleurs beaucoup d'événements e-sportifs et un tournoi de Valorant ce dimanche, ou ton premier tournoi ce dimanche. On a hâte et Léo est stressé, donc oui, allez écouter ça, ça va être très très cool. Tu pourras en parler dans quelques instants. Babinski aussi de retour, fondateur de Mirage, que tout le monde connaît bien. Et Poco de retour, directeur du contenu chez X13 et précédemment chez Vexo et Valors, et aussi lui organise des événements, surtout en personne, autour de tout ce qui est e-sport et streaming québécois. Et justement, on va commencer avec un sujet qui le concerne, mais plutôt plus généralement, un retour sur les événements qu'on a eus ce week-end dernier, qui a été vraiment, vraiment chargé en termes de e-sport, en termes de Twitch, en termes de contenu québécois, ou du moins de mon point de vue. Il y avait le UMAD, donc les Montreal Air Dashers, qui ont organisé un événement en personne au centre-ville pour les Fighting Games, qui était sur 2 ou 3 jours, si je ne me trompe pas. Il y avait le championnat du monde de NHL Gaming au centre-ville de Montréal, à côté du Centre Bell, en même temps que le repêchage de la NHL. Il y a un cache-cache géant organisé par Poco, justement, et Étienne Lemine, qui s'est donné ce week-end, et Poco pourra nous en parler. Il y a eu le Comic-Con, il y avait la zone Indie et Gamer au Comic-Con. Je sais que Shiro, une des créatrices de contenu chez Able, y était, et d'autres personnes du Twitch Québec. Il y a le MSI Dragons Cup, donc c'est MSI, un de nos partenaires qui a organisé ça. C'est un tournoi de Valorant canadien qui s'est donné ce week-end aussi, virtuel. Et le Bell Esports Challenge, donc bien entendu organisé par Bell, a commencé avec une des qualifications de Rocket League. Donc vraiment, vraiment un week-end super chargé, très le fun de voir, surtout durant l'été, tous ces événements-là. Je ne sais pas, messieurs, si vous en avez suivi quelques-uns. Bien entendu, Poco, tu es allé à ton cache-cache, que tu pourras nous en parler. Et Léo, n'hésite pas non plus de nous parler de ton événement qui s'en vient ce dimanche, parce qu'il y a un autre week-end avec des beaux événements qui s'en viennent. Mais peut-être, Poco, tu voudrais commencer pour nous dire comment ça a été, sans nous dire qui a gagné. Je pense que c'est un secret encore, mais comment ça a été? J'ai entendu que tu as été, ou tu as partagé que tu as été assez raqué après. Ouais, j'ai été vraiment raqué. J'ai remarqué que ma forme physique n'était pas la meilleure. Surtout après avoir eu une semaine de maladie. Je sais pas qu'est-ce que j'ai eu la semaine passée, genre la semaine avant, mais j'étais malade. So, j'ai été raqué en tabarnak, si on peut le dire. Fait que c'était quoi ce cache-cache-là? C'était 30 c'était 30 streamers ou participants? Genre, ouais, ça c'était des TikTokers, YouTubers, Twitch, genre vraiment du monde qui font du content un peu partout. Puis finalement, on a eu 25 personnes qui se sont présentées. Il y a eu des chokers à la fin. C'est ça, il y a eu des chokers, exemple Louis le Fou. Il nous a choqué pour un FNCS. Donc ça c'est triste. Honnêtement, je pense que ça aurait pu être un des gagnants s'il était venu. Comment savoir si quelqu'un est bon à cache-cache? La shape, là. Hein? La shape a vraiment joué là-dedans parce que les derniers, juste dire quelque chose, les derniers couraient vraiment, vraiment vite. C'est un cache-cache. Fait que dans les règles, tu peux. Ok. Parce que dans les règles, cache-cache, tu peux bouger. Ok. Ça aurait été le freest money of my life si j'avais pas été à Québec.
Ouais, I would littéralement. have broken some ankles, man. Dommage. Si tu peux courir longtemps, je te dis t'aurais gagné. Parce que moi, j'ai juste Ok, abandonné c'était à genre un certains points. Lord Là. of the Flies, cache-cache, je comprends. Last Man Ouais, Standing. un peu. Et c'était vraiment genre un Battle Royale version cache-cache. Oh non. J'aime beaucoup ça. Ben, j'ai hâte de Donc, voir, fait que vous allez sortir vraiment nice. une vidéo, c'est ça? Ouais, c'est Étienne qui s'organise d'éditer toute la vidéo. Moi, je me suis Étienne. organisé. Genre, j'ai participé dans tout ce qui est organisation de la vidéo, organiser les gens, la gestion des gens, etc. Lui, il va s'occuper de tout ce qui est editing parce que moi, je suis nul à chier là-dedans. Puis ça sort début août, je pense. Donc, Ouais, début août, normalement. Plus de 20 POV caméra. 28 POV avec 3 chercheurs. Ok. Donc, ouais. Good luck, Tienne. Mais Good j'ai luck, hâte Tienne. de voir. Good luck. Léo Babin, je sais pas si vous avez été ou si vous avez suivi un peu soit cet événement-là, soit d'autres événements ce week-end. Je sais que Shiro, comme j'ai mentionné, est au Comic-Con dans le Indie Zone. J'ai pas vraiment vu ce que ça faisait, parce que j'ai pas eu la chance d'y aller, ni au UMAD. Mais quand même très cool de tout ce qui se passe. Vous pouvez parler plus généralement de comment vous voyez la scène e-sportive ou gaming avec toute cette action-là. Et encore une fois, Léo, n'hésite pas de nous introduire un peu ton tournoi aussi. Yeah. T'as-tu quoi? Ben, tu veux y aller, ben? Ben, moi, assez simple. Je trouve que c'est plaisant de voir qu'il y a de plus en plus d'événements après COVID, on va dire comme ça. Fait que pour moi, ça fait mon bonheur, là. Yeah, je trouve que c'est le fun. Là. Il y a comme une nouvelle, surtout au niveau du content, j'ai l'impression qu'il y a comme une. J'en avais parlé, je pense, durant peut-être c'était ce podcast-là ou un autre, mais je disais genre j'étais vraiment tanné d'entendre le monde dire ah, ça me donne envie de ah, j'aimerais ça faire. Je trouvais ça vraiment lourd, puis on dirait que là, il y a comme une vague de monde qui commence à exécuter. Fait que je trouve ça cool. Je trouve que c'est comme peut-être une nouvelle vague de content creation au Québec. J'aime bien. Je trouve ça le fun. Et yeah. En parlant d'exécution, ton tournoi, c'est quoi le concept? C'est quand? Comment on peut écouter? Yeah, donc sûrement un des plus gros events québécois de e-sport. Je vais le dire demain. Qui regroupe, dans le fond, c'est un tournoi low elo only de Valorant. En bas, gold et en bas. Tu peux pas participer au tournoi si tu es en haut de gold. C'est un tournoi bien classique. À la base, j'avais des idées un petit peu extravagantes, mais considérant que c'est la première édition puis je veux qu'elle soit tight, dans le fond, c'est tout simplement 4 chefs d'équipe, un peu une formule Twitch Rivals. Fait que j'ai sélectionné 4 chefs d'équipe qui, eux, ont dû se charger de trouver leur équipe de Valorant. Donc, ils ont choisi leur équipe, ils ont bâti leur équipe. Ça va être un double elim, best of one, tout le long jusqu'en finale pour un best of 3. Puis basically, c'est ça, on a l'équipe de Madame Zoom, on a l'équipe Monsieur Tourte, l'équipe Epic Joystick et l'équipe Florea. Donc, c'est 4 personnes qui se trash talk maintenant depuis un bon 2 semaines. ça se lance des pics à gauche, à droite, et ça va être vraiment le fun. Puis je trouve que ce qui est cool, c'est que on parlait d'exécuter, mais ça faisait longtemps, je me disais ça serait vraiment le fun de faire un tournoi pour le monde qui sont moins bons. Parce qu'on peut pas. Il n'y a pas de tournoi pour nous, là, les noobs. Ouais, c'est ça. Tu peux t'inscrire à n'importe quel tournoi, mais tu te fais juste défoncer 13-0. Yeah, genre, c'est bien le fun, mais tu sais, moi, être contre la mâchoire de Watt, je veux dire, j'ai même pas le temps de rentrer. Oublie ça, là. Tu sais, genre, tu vois, t'arrives là, pis t'es une low elo, tu te fais péter, t'as même pas de fun, tu te fais bully tout le long. Fait que là, maintenant, on va voir du monde try hard, mais comme des golds savent le faire. Ce que je trouve qui va être vraiment cool. C'est un setup quand même pro, là. On a des casters. On a moi et Virulent qui vont être casters du tournoi. On a un visuel qui a été créé. On a une intro #MerciAble. Puis vraiment, c'est une grosse affaire. Puis idéalement, si ça va bien, la deuxième édition, on pense peut-être à un LAN. Donc, nice. Soyez là, montrez que vous aimez ça. Puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire après. Absolument. J'ai hâte de voir du Valorant auquel moi je peux relate plus que les triple headshots. Ça va être le fun de voir quelqu'un prendre plus qu'un clip pour faire un kill. Comme 25 tirs, tu reload, puis c'est encore le même fight. Là. Ça va être fun. Les angles qui sont wide swing à gauche, à droite, c'est ego peak. Don't peak, he has enough. 3 peaks, 3 morts. Mais ça va être malade, j'ai juste hâte. Ça va être bon. Pinky Sammy dans le chat a dit qu'elle a hâte de voir la pub des petits jus de Yannick, que je pense va passer aussi.
Yeah, d'ailleurs, Ça s'en vient, ça s'en vient. ça s'en vient. Bah, c'est ça, si jamais je vais avoir des publicités, mais ça, on le dit pas trop fort, ça va être des surprises. Ça va être comme un Super Bowl, dans le fond. Idéalement, le Super Bowl des noobs québécois. Ça va C'est être- bon. C'est une bonne façon de l'introduire. Ben, justement, en parlant de tournois québécois, peut-être pas aussi gros que celui de Léo, mais Bell est de retour Parce que moi, il est avec... big, mon tournoi, Non, là. c'est clair. Bell sont de retour avec leur Bell Esports Challenge. Donc, pas tant québécois, autant c'est dédié aux Canadiens. Donc, c'est juste ouvert aux équipes canadiennes. Puis ça vient de commencer ce week-end dernier avec leur tournoi de Rocket League. Donc, la première qualification s'est donnée le 9 juillet. Il y avait 24 équipes qui se sont inscrites, ce que je trouve quand même bas, mais les top 2 se sont qualifiés. Donc, We Them Boys, qui est Tito, Creams et Jordan, ainsi que The Dudes, donc Cobain, précédemment connu sous le nom de Luby, Snowf et Tokyo, donc ça c'est une équipe québécoise, qui se sont qualifiés donc pour les finales qui vont se donner au Fan Expo à Toronto en personne le 26 août prochain. Damn, ok. Valorant, donc ils ont trois tournois, c'est Valorant, 13 000 $ en prix, Rocket League, 8,5 000, COD, 8 000. Donc, encore une fois, pour un 8.5 000, je suis un peu surpris qu'il y ait juste 24 équipes. Puis, c'est un peu mon commentaire de tout ce qui est Bell Esports Challenge. Je trouve que ça n'a pas assez de publicité. Mais quand même, 24 équipes canadiennes, c'est pas rien non plus. C'est une erreur que, ben pas une erreur, mais c'est un pattern que je retrouve beaucoup chez les entreprises hors gaming qui comprennent pas l'impact et le potentiel que ça peut avoir, tu sais, au niveau de l'industrie du jeu. Ouais, c'est surprenant un peu parce que Bell sont dans les sports depuis longtemps. On les voit en Ontario avec les Toronto Defiant. C'est même pas la première année qu'ils font le Bell Esports Challenge. Ils sont avec le LAN ETS depuis longtemps aussi comme commanditaire. Mais bon, tout ça pour dire, il y a une deuxième qualification Rocket League le 29 juillet. Valorant, les qualifications, c'est le 16 juillet et le 6 août. Et Call of Duty, c'est le 13 août. Donc, si ça vous dit de vous monter des équipes et d'aller participer, ça serait cool de voir encore plus d'équipes québécoises au final à Toronto, comme celle de Cobain, Snowf et Tokyo. Très très cool comme événement, encore une fois. Comme je dis, j'aimerais que ça ait plus de visibilité puis plus de succès parce qu'on veut continuer à avoir justement des tournois canadiens, québécois. J'avais mentionné MSI Dragons Cup qui l'ont fait le week-end passé. J'ai pas eu la chance de me loguer, mais j'ai juste vu, je pense, 16 ou 32 équipes, je sais pas trop, pour 15 000 $ en prix. Ça en fait du bidou. Tu pouvais gagner comme des ordis, des écrans, etc. J'ai pas vu c'était quoi le viewership, mais ils faisaient tirer des beaux prix en giveaway aussi. Bref, c'est ça, je voulais encore une fois souligner le Bell Esports Challenge. Je sais pas si vous avez des réactions là-dessus. J'ai hâte de voir les finales. Personnellement, j'ai pas suivi trop les qualifs, mais avec les noms de joueurs que tu me donnes, ça va donner un beau spectacle. En tout cas sur Rocket League. Moi, j'aimerais aller au Fan Expo, peut-être à Toronto, là, ça pourrait être cool. On se fait ça un road trip. Ouais. Un road trip, yes sir. Je fais le road trip. On va faire un cache-cache au Fan Expo. Yo! Dans le prochain cache-cache, c'est à Paris. Trouvons ma dignité. Non, mais oui, ça serait cool. Moi, j'ai ça en tête, là, on verra, là, ça arrive vers la fin août. Mais je sais pas si c'est quoi les billets puis de quoi ça a l'air, là. J'ai pas regardé trop, mais je pense que c'est une conférence, là. C'est un événement sur 2-3 jours, puis ça va inclure les finales du Bell Esports Challenge. Ça part. Ça part. Virtual, on passe à nos amis chez Virtual qui annonce un nouveau roster de League of Legends. Donc, on a parlé de Virtual précédemment, incluant avec leur partenariat avec Guru Energy. Le roster en question, ici, on parle de Dars, Raining, Olivier Méran, Métaphore et The Mega Pony. Je pense que c'est tous des Canadiens, je pense même tous des Québécois, si je ne me trompe pas. Je sais qu'Olivier Pony était dans le line-up de Virtual au LAN ETS. Métaphore, je pense qu'il était créateur de contenu chez Virtual avant, ou même peut-être joueur de League, je ne suis pas certain. Je sais qu'historiquement, il y avait une équipe de Rocket League, je pense même une équipe de Teamfight Tactics chez Virtual, mais c'est cool de voir une équipe québécoise, je crois,
de League of Legends. J'en vois pas beaucoup passer. Je suis pas super connaisseur du monde de League of Legends, mais bon, je tenais à souligner la nouvelle. Je sais pas si vous les connaissez, ces joueurs-là, je pense Poco puis Léo, vous êtes plus... Poco puis Babin, vous êtes plus à League of Legends. Ça vous dit quelque chose ou vous avez d'autres commentaires? Ouais. Ben moi j'ai déjà joué avec Darts 23 dans le passé, là, donc je le connais bien. Mais sinon, moi la chose que je trouve très positive, ben de un, oui, un roster complètement québécois, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais le post Twitter était fait en français. Puis je trouve que c'est une très belle chose. Très fun, j'aime beaucoup. Donc je dis ça comme ça. Ouais. Je connais Bass et Métaphore, mais les autres je les connais vraiment pas. Mais très fun. Moi j'aime beaucoup que ça soit en français. On est une belle langue. Ah ouais? Oui. Ça dépend à qui tu parles. Ouais, j'avoue. Non, c'est cool. C'est cool. Moi, je suis toujours content de voir des équipes québécoises, des posts en français, du contenu en français aussi. C'est vraiment le fun de voir. Je dis pas que ça doit toujours être en français, mais c'est quand même cool de voir du bilinguisme ou du français dans ces organisations québécoises-là. Chez Able, on essaie aussi de faire ça un peu dans ce podcast, mais on en fait des posts en anglais aussi. J'ai cru comprendre que le niveau de cette équipe-là, c'est vraiment pas du Tier 2 ni du Tier 3, à ce que j'ai compris. Là. Je pense qu'on se parlait avant le podcast. Là. C'est plus bas vers le Diamond ou quelque chose du genre. C'est du plat Diamond environ. Là. OK. Ouais. Ce qui est plus bas, mais encore, ça revient à la discussion qu'on a eue il y a quelques semaines. Je pense que c'était même Victor M qui était rentré avec un roster de CSGO ESEA Open. Tu sais, c'est l'histoire puis le contenu que tu peux créer autour du roster qui est d'habitude plus important que le fait de gagner au meilleur tier d'une compétition. Donc, on verra ce qu'ils peuvent faire avec ça. On le voit avec la compétition de Léo. Il y a probablement des équipes Gold qui vont avoir plus de visibilité que des équipes compétitives de d'autres organisations. Hein. Je dis rien. Hein, c'est... Genre... Non, mais pour vrai, c'est exactement ça. C'est une question. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y en a qui trippent encore ces Cowboys là, aux States, là, dans la NFL. Là. Ils ont pas gagné un truc depuis 75 ans, puis le monde les aime encore parce qu'un storytelling, ils ont réussi à créer un lien avec le monde, puis à créer du hype autour des joueurs et de l'image. Tu sais, fait yo, ça part, là. Puis Cobra, un des cofondateurs, si je me trompe pas, de Virtual, est dans le chat. Il dit en effet, c'est un roster full québécois, Plat Diamond, puis qui a du contenu à faire autour de ça. Donc j'ai hâte justement de voir. Parce qu'on le voit souvent des rosters de peut-être plus haut niveau, mais qu'on voit juste pas du tout après. On voit l'annonce du roster, on sait pas quand ils jouent, on peut pas les écouter jouer. On connaît pas les joueurs parce qu'il n'y a pas de contenu derrière. Il n'y a pas de casting, il n'y a rien du tout. Non, c'est ça. Fait que j'espère voir. J'espère au moins qu'ils vont. Je sais pas s'ils vont participer à une ligue, peut-être Uprising ou quelque chose, mais j'espère qu'ils vont s'arranger pour qu'il y ait un peu de casting. Avoir le Twitch channel un peu actif. Ouais. Moi, ça serait nice de pouvoir voir ça, là. Ça serait drôle. Imagine, prochain tournoi, on prend des casters qui ont jamais casté le jeu. Mais il y a League of Legends, ils font souvent un cast. Ils ont 2 casts souvent dans leur événement, puis je pense Dota aussi, je suis pas certain. Un cast régulier normal, puis un cast pour les noobs, justement, parce que il y a plein de monde que si tu joues pas à League, dont incluant moi, ça prend du temps à comprendre c'est quoi qui se passe, tu sais. Donc, ça... J'ai jamais vu le deuxième cast. Non, mais for real, genre, imagine tu prends un cast tu sais, tu prends des casters de CSGO, genre fucking boostés, mais tu les mets à League. Pour une game, genre. Ça serait bon, là. Vas-y, Léo, va caster. Moi, je suis dans de caster. Le gars s'en va dans la jungle, il voit des bébites, il les tue. Yes, c'est super bon. Tu vois, c'est facile. Un truc magie, je sais pas trop, et des explosions. On explose. Ça y est, ça boum. Il se retire. Ça serait cool de même voir des casters CSGO qui ont jamais joué à Valorant faire la même chose. Oh ouais, man. Bon, ben, ça, on a le concept pour mon tournoi 2. We got it. Cobra est dans le chat, oui, fondateur de Virtual, et dit que justement ils vont faire du contenu, ils ont gagné leur première game de ligue, ils vont essayer de faire des storylines, des clips et d'autres contenus autour de l'équipe. Puis il y a Cytotonic qui est dans le chat qui dit qu'elle aimerait entendre cast du StarCraft.
Moi, je connais quand même bien StarCraft, mais Léo, Moi, je sais même pas c'est quoi, man. L'affaire la plus proche que j'ai fait de StarCraft, c'est jouer à Warcraft back in the days. Ouais, c'est quand même proche. Genre, moi, tout ce que je sais, tu fais des bases, tu crées des bébites, tu les envoies à ses ennemis, puis there you go, man. Ouais, ça explique quand même très bien le jeu. Moi, je te casse ce que tu veux, man. Ça va pas être bon, mais ça va être drôle, là. There you go. Signez-moi quelqu'un. On passe justement à nos amis chez Mirage, Eliandra, qui lance une ligne de maillots et de merch. Donc, on se rappellera, Mirage Eliandra, c'est la fusion pour l'équipe de LFL, donc de Ligue française de League of Legends, entre Mirage et Eliandra eSport. Mirage, à la base, on s'entend, une organisation e-sportive québécoise. On a parlé récemment de la vente potentielle de leur spot en LFL, puis même de l'arrivée de certains joueurs Fortnite de Eliandra dans la structure Mirage Eliandra. Cette semaine, apparemment, ils lancent une boutique avec les maillots que vous voyez à l'écran. Je connais pas la quantité de maillots, mais si j'ai bien compris, le stock des maillots a été comme dévalisé en moins d'1 heure. Après, si le stock était 10 maillots, c'est moins intéressant, mais je suis sûr qu'il y en avait pas mal. Puis ça m'amène aussi à la réflexion, la discussion de comment les merch sales sont importants pour une organisation, non seulement en termes de revenus, mais aussi en termes de visibilité, puis en termes de marketing, puis en termes de rapprochement de leurs fans. Donc, je suis super content de voir que ça a été un launch que j'imagine a été un bon succès. Puis on verra si, justement, ils vont élargir leur offering avec le temps. Je sais pas, si t'as plus d'infos là-dessus ou pas, ou si les autres ont des réactions. Ouais, j'ai quelques infos de plus. Effectivement, c'est sold out. Puis en plus, maintenant, on a des précommandes qu'on a fait. Donc, l'objectif avec ça, c'était vraiment une ligne de vêtements pour l'événement qui va être à Paris, à Nice. À Nice la semaine prochaine. Je me trompe pas, Paris ou Nice? Je suis pas un grand spécialiste de la France, mais on a un événement présentiel donc sur 2 jours. Donc on a 2 matchs LFL dans un stade là, devant 4000 personnes, je crois, quelque chose comme ça. Donc un petit public. Et on voulait donner la chance à nos fans de pouvoir justement avoir des jerseys pour l'événement. Donc je pense qu'on avait à peu près 150 jerseys en stock. Quand même. Puis ça a tout été vendu. Donc là, on a plus de jerseys pour l'événement, mais on a fait des précommandes, donc ils vont les recevoir pour après en fait les matchs. Donc pas pour l'événement, mais par la suite. Les signatures dans le dos. Ouais, pour vrai, tout le crédit est à Kenny, qui est notre designer graphique, à la fois chez entre autres chez Mirage auparavant. Maintenant, c'est plus Jérémy puis Echo qui prennent cette place-là. Mais chez Mirage Leandra, Kini est vraiment une bête de graphisme et de design. On la salue. Ouais. Définitivement. On le salue. On le salue, excuse-moi, on le salue. On le salue, puis ça fait du bien parce qu'en ce moment, les performances de l'équipe sont pas au top. Dans la ligue, mais il semble qu'on performe au niveau des maillots. Donc, c'est ça qui est cool, justement. C'est ça qui est cool de voir. C'est que ça nous ramène à tout le fait de créer des histoires autour des équipes. Comme une équipe peut être populaire même si elle n'est pas bonne. Même si elle n'a pas les résultats. Et même des fois, c'est l'underdog justement pour lequel tu veux aller prendre pour. Moi, ça me va. On est en dernière place puis on vend plus de maillots que les équipes au-dessus. Moi, comment je le vois, là? Je le vois un peu comme un RPG, okay? Dans le sens que tu t'attaches beaucoup plus à un personnage que tu bâtis de A à Z et que tu grandis avec, tu le vois évoluer, tu le vois s'améliorer, tu le vois devenir bon à travers le jeu, que si tu te fais larguer un compte niveau 75 déjà, genre. Ouais. Vraiment? Ouais, I was there at the beginning. Là. Moi, j'étais là quand il était pas bon, puis aujourd'hui, c'est les meilleurs. T'sais. Yeah, exact. Je trouve que ça peut créer vraiment une belle histoire, là, vraiment nice. Ouais, puis ça fait, justement, l'histoire, on a gagné comme notre premier match depuis un moment aujourd'hui. Donc, j'ai vu le post, genre, we finally won one, quelque chose du genre. Je pense que c'est Codison, notre joueur. En fait, on a gagné notre première game de la saison. Puis après, on a perdu les 13 autres. You did it! No. Les 12 autres par la suite, je pense que c'est notre joueur Codison qui a dit
You don't beat Mirage Liandra 13 times in a row, quelque chose comme ça, tu sais, pour un peu. Puis il y avait quand même eu beaucoup de hype là, tu sais, autour de cette victoire-là. Fait que dans un sens, ça crée un storyline. On a beau dire ce qu'on voudra Justement. du fait que les performances, c'est tout, mais c'est pas toujours vrai. Ouais. C'est ça qu'on. C'est sûr que tu préfères un 12-game win streak qu'un 12-game lose streak, mais c'est sûr qu'il y a une histoire à raconter dans les deux cas. Mais Chacun est-ce ses que- records. Mais ils auraient pas vendu autant de maillots. Ben ça, on sait pas. Ben, Ouais. ça dépend. Être en Possiblement, première pas place, sûr. peut-être plus, là. Mais bon, si vous avez vendu tous vos maillots en 1 heure, c'est déjà bon. Ouais, non, c'est très bon. Non, très cool. Poco, Léo, d'autres réactions sur la nouvelle? Maillot. J'aime bien les maillots, mais en version blanc. Les chandails version blanc, la Paris puis Tour T'es pas le Eiffel sont fan vraiment du nice. dark aqua Le teal. jersey principal, non. J'aime le fait qu'il y a les signatures derrière, mais je suis pas fan de la couleur, vraiment. Ok. Sorry, not sorry. Ok, on passe de Mirage avec leur équipe en France à Vexo avec leur équipe en Corée. Donc les Seoul Neons, une filiale, I guess, de Vexo, participeront dans leur premier tournoi national en personne. Donc on a parlé des Seoul Neons il y a quelques semaines, comme quoi que c'était une équipe de League of Legends, ou même 2 équipes en Corée, qui sont affiliés d'une certaine façon à Vexo. C'est Avery, le PDG, ou Félix, le PDG de cette nouvelle équipe-là. On sait que Avery était chez Vexo avant et que Vexo back cette équipe-là d'une certaine façon. Ils ont partagé la semaine passée certaines statistiques, ou du moins Avery, certaines statistiques ou résultats en lien avec le lancement du projet, justement. Ça rappelle un peu ce que K-Corp font souvent avec leur équipe et leur organisation, de partager comment ça évolue en termes de performance, de following. Il se dit content de ces résultats, même si Yannick m'a fait remarquer qu'en additionnant les visites du Canada, de la Corée, des États-Unis, on semble arriver à 104%, donc vraiment tout un rendement de la part des Seoul Neons. Bref, cette semaine, les Seoul Neons annoncent qu'ils participeront aux qualifications du Presidential Korean National Championship, donc championnat national coréen. Avery compare l'événement au EU Masters en Corée. C'est donc la première fois que cette équipe-là ou cette organisation-là participera à un tournoi en personne en Corée du Sud. Avery parle aussi aujourd'hui de vouloir créer des streams anglophones de leurs matchs afin d'ouvrir la scène coréenne à un public plus international. Ça fait un peu penser à ce que Northern Arena, justement, ont fait avec les streams anglophones de la LFL, suivant la fusion de Mirage et Liandra eSport. Mais bon, une autre annonce pour les Seoul Neons que je pense pas qu'on va nécessairement couvrir tout le temps, vu que c'est pas nécessairement une organisation québécoise, mais à la base, je pense que c'est, comme je vous dis, c'est rattaché à Vexo, c'est Avery qui est québécois, qui est le PDG de cette structure-là, et je crois que l'équipe sous-jacente, pas les joueurs, mais le staff aussi est local ici. Donc, je tenais à le souligner. Je sais pas, messieurs, si vous avez des réactions là-dessus. Ou pas. Je dois juste dire, Jérémy, il a fait un insane graphic pour Scalnians. C'est juste ça que j'ai à dire. Ouais, Jérémy B fait de la bonne job pour Jérémy, il plusieurs fait de la structures job. québécoises ces jours-ci. Ouais. J'ai juste ça à dire. Léo Ouais, j'ai Babin. J'ai hâte de voir le stream en anglais. Ça aurait même pu être bien de faire un stream en français, peut-être, je sais pas. Ben non, mais c'est parce que le Québec, c'est trop petit comme bassin de business, là, c'est connu, C'est right? vrai. C'est vrai. Hein, Est-ce qu'on va rentrer dans cette discussion-là? c'est tout ce que j'ai à dire. On veut un stream en français, c'est ça qu'il dit. Là. Let's Non, go. non, ben après, regarde, c'est coréen, fait que. Ça veut pas dire que le Est-ce français qu'ils vont est avoir un stream vraiment. en coréen? Je pense pas, moi. Ben c'est ça. J'espère. Moi, je trouve qu'à ce niveau-là, peut-être les Nationals, à un certain niveau, il va y avoir un stream à quelque part, j'ose croire, pour les qualifications, mais au niveau où est-ce que moi j'ai compris que les Seoul Neons compétitionnent, je sais même tier 3, tier 4, je pense pas qu'il y a du stream de ces matchs-là, à moins que je me trompe, ça se peut que oui. Donc, puis justement, les Seoul Neons, que j'imagine, et Avery sont dans le chat. Il dit on a un cast français. Donc,
Non, ça c'est Demande- si Léo s'en vient. Si Léo veut Si caster Léo, leur il game, caste. il y aurait un cast français. Ce serait quand même drôle que Léo caste du League of Legends. Yo, moi, je te jure, je Du casse League of du Legends League. coréen en français. Bro, je casse ce que vous voulez. Est-ce que ça va être fidèle au jeu? Non. Est-ce que ça va faire du viewership? Oui. Choisissez vos combats, là. Ouais, c'est ça. Faut Ouais, mais- You can't have your cake and eat it too, comme on dit. Sinon, j'aime bien la méthode de Xavier de K-Corp par rapport justement Mhm. à tenir au courant la communauté tu sais, de comment l'organisation performe. Moi-même, c'est peut-être quelque chose que je ferais dans un futur, Ouais. je sais pas. Et c'est quelque chose qu'il faudrait que j'évalue. Après, c'est pas moi qui ferais mes graphiques, certainement, donc ça ouvre un autre challenge. Moi, j'aime bien tes graphiques dans MS Paint, mais non, je pense que c'est une pratique qui est vraiment intéressante. Ça te force aussi à justement les faire évoluer parce que c'est dangereux aussi, right? Si on commence à poster de façon régulière, soit on arrête à un certain moment ou soit peut-être qu'on va poster même quand c'est négatif, puis là, c'est un peu moins évident. C'est sûr que la K-Corp, ils le font et c'est souvent positif, sinon toujours, parce que ça va très très bien leur chose. Mais je pense que c'est cool. C'est une belle transparence. Ça montre justement au monde comment les choses évoluent. Donc, j'ai hâte de voir si eux aussi vont continuer cette trend-là. Moi, j'y avais pensé chez Able Esports aussi. On va peut-être éventuellement le faire d'une façon un peu différente. Mais non, c'est cool. Et, ouais, c'est effectivement dangereux. Je regarde en ce moment les impressions chez Mirage. Moins 75% le dernier mois, ça paraîtrait pas super bien, je pense. Non, c'est ça. Non, non, pas. Non, bon, on peut toujours choisir c'est quelles statistiques on veut montrer aussi. Ouais, écoute, On peut toujours mentir aussi. Est-ce que c'est 75% ou seulement une perte de 25%? non, ouais. Non. Disons, on a passé d'1 million d'impressions à 250 000, là, donc. Fait Ou qu'une vous avez perte de été 75. écologique, ou vous avez été écologique dans vos décisions, ce qui a signifié une baisse de production Mais- pour une augmentation de la qualité. Plus 1000 followers, quand There même. you go! There you tu go. vois. Ah, Moi, je ça, monte- c'est mon Moi, je angle. monte le plus 1000, puis l'autre, je le mets en note de bas de page. Et voilà. En Pas petit, là. mauvais. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. En caractère 2. Mais on verra ce que les Seal Neons vont pouvoir faire justement dans leur premier LAN. S'ils vont pouvoir se qualifier au tournoi de plus en plus grosse envergure. Et justement, en parlant de tournoi, on parle de Unified. La transition est incroyable. À vous, qui n'aurait pas payé certains gagnants de leur tournoi, incluant l'équipe de Virtual, donc l'organisation e-sportive québécoise desquelles on vient de parler. Unified, c'est un organisateur de tournois et de ligues dans certains jeux. Cette semaine, le co-owner de Middle Sticks, donc une organisation pour laquelle une des équipes a participé dans des tournois organisés par Unified, il est venu critiquer dans un tweet longer la structure comme quoi qu'elle n'avait pas payé plusieurs centaines ou même des milliers en prize pool aux équipes gagnantes de leur tournoi, et ce depuis plusieurs mois. Virtual, l'organisation québécoise, est venue confirmer la même histoire quant à leurs joueurs, Métaphore et Cobra. Plusieurs autres équipes et joueurs ont embarqué un peu sur le même sujet, sur le train de bâcher un peu le fait que il n'y a pas eu de payout pour certains tournois, certaines ligues. Unified ont donc émis un énoncé de leur PDG qui disait en résumé qu'ils s'excusaient des délais et que les paiements allaient sortir petit à petit. En gros, une question de cash flow. Il y avait des accounts receivable qui devaient rentrer, donc de l'argent qui leur est dû et qui n'est pas encore rentré. Il y avait des trucs qu'eux devaient payer qui n'avaient pas encore payé. C'est malheureusement une histoire qu'on voit beaucoup trop souvent se répéter, selon moi, à plusieurs niveaux en e-sport, que ce soit pour des joueurs non payés par des organisations, des équipes non payées par des tournois ou des ligues, même des talents comme les casters et la production non payés par des organisateurs. Je sais pas si, selon moi, je sais pas si c'est tant normal, puis je sais qu'on le fait souvent, mais c'est tant normal de lancer des tournois sans pour autant avoir l'argent pour payer le prize pool et où les talents déjà en banque. Je comprends que certains commanditaires, ça leur prend du temps de te payer, mais selon moi, est-ce qu'on ne devrait pas justement attendre que ce cash flow-là se rattrape avant de lancer ces ligues-là? Je sais pas, messieurs, si vous avez des commentaires ou plus d'informations. Mon take, on devrait juste pas faire de tournoi, man. Pas de prize pool. Ça, on va en Si parler t'as pas aussi. d'argent, fais pas le tournoi, le point. Là. Voilà, terminé, régler le problème.
Parce que Non, le mais- monde, ils vont attendre après leur argent, puis comme, Non, tu mais- pourras pas satisfaire ce qu'ils Yo. veulent, là. C'est fucking wack de faire un tournoi sans t'assurer que t'es capable de payer. Puis en plus, j'ai lu un petit peu le tweet, là, le statement CEO qui s'excuse puis qui pleure un peu. Là. Puis genre, c'est pas la première fois que ce genre de shit-là arrive au sein de son entreprise. Là. Ouais, mais Genre- c'est assez commun aussi. Je veux dire, tu regardes DreamHack Canada, Ouais. ça prenait 2-3 mois avant d'avoir ton prize pool. Là, comme, La NTS aussi, je pense. je veux dire, c'est la même chose. C'est que l'argent des commanditaires rentre pas avant l'événement. Là. C'est très rare que ça arrive. Là, comme, ça prend du temps. Mais puis- moi, ce que je me serais attendu, c'est de la transparence. Ouais, non, ça c'est. Ouais, genre- ça, tu le dis clair. à l'avance. Tu dis, Mais écoute, DreamHack, ils te le disent, là. Ouais. C'est comme, Ouais, hey, mais by the way, ça va prendre 2 à 3 mois avant que tu aies ton Ben, c'est pour paiement. ça- là. c'est pour ça que personne chiale sur DreamHack. ouais. Et c'est Ben, de il y la a encore. Ben, il y a transparence. toujours du monde qui vont Ouais, changer mais c'est comme, ça, hey, ouais. you mon prize pool. Mais- Ouais, mais la Ouais, réponse, je pense est facile après, right? C'est Ouais. comme, ben, guys, Ben, je te l'avais dit. hein. read Ouais. your contract, Ben, tu sais, comme. Moi, je trouve que ça vient à poser la question. Tu sais, est-ce que c'est un modèle viable présentement? Et moi, je me fie à d'autres organisateurs de tournois. Puis moi, ce que j'ai l'impression, mettons, je vais prendre Nerd Street Gamer, qui est, mettons, pour ceux qui connaissent Valorant, assez connu. Ben, Nord Street Gamer, je suis pas certain, moi, que c'est rentable présentement de la manière qu'ils organisent le tournoi. C'est de l'argent. Ce qui paie, ce qui offre le service aux joueurs présentement puis aux équipes qui s'inscrivent, c'est de l'argent qui vient du financement d'investisseurs et de banques. Ouais. Littéralement. Juste pour faire grossir l'entreprise. C'est pas un modèle qui est viable. C'est probablement la même chose qui est arrivé à Unified. C'est juste qu'à un moment donné, tu run out of money. Ça, c'est ce qui est dommage présentement. Puis on aura peut-être un sujet plus tard, je pense, par rapport à ça. Mais c'est un peu ce qui est dommage présentement. C'est que, tu sais, on a une clientèle qui est pas nécessairement prête à payer pour des tournois parce qu'il y a tellement de gens qui brûlent de l'argent pour offrir des tournois gratuitement puis offrir des gros prize pools. Fait que le monde s'attend tout le temps à la lune à chaque fois. Mais la réalité est vraiment autre. Donc moi, je me mets à la place de Unified. Excuse-moi. Ah, ben, Il me faut de l'eau, il me faut de l'eau. Il faut de l'eau. C'est correct, c'est un stream Ouais. francophone. Le nom est pas bien adapté à notre langue. Tu sais, moi, ça me pose la question, tu sais, quelle est la viabilité d'un modèle comme ça? Ouais. Tu sais, oui, il aurait pu être plus transparent, puis oui, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont mécontents, mais moi, ça sonne une cloche, c'est de dire, c'est pas le premier, là, comme il l'a dit, c'est pas la première fois que ça arrive. Non. Puis quand ça arrive aussi souvent, ben, faut se poser des questions. Il y a un problème quelque part, puis c'est pas juste parce que, il y avait pas l'argent initialement, ok, mais pourquoi il n'y avait pas l'argent? Puis, C'est que j'ai l'impression que tu es toujours en rattrapage. Tu finances tes projets futurs avec des projets passés, puis tu es toujours dans le rouge. C'est comme, Tout le temps. une fois que quelqu'un me paye, je vais pouvoir payer le prochain, mais c'est comme... Puis tu sais, lever des fonds d'investisseurs pour payer des prize pools, on parle pas de Unified peut-être, mais c'est assez intéressant Ça comme dépend. concept. Là. Ça dépend énormément du bénévolat aussi, ces événements-là. Comme le nombre de staff qui sont bénévoles pour ces événements-là est immense. Tu sais, on parle de DreamHack, on parle de la NTS, il n'y a pas de bénévoles. Pas viable, là. C'est dans le rouge puis pas à côté, là. Fait que, tu sais, moi, ça me fait poser des questions par rapport justement, tu sais, au price pool, entre autres, à certains autres éléments où, ben, peut-être que c'est pas quelque chose qui est viable. À revoir. On n'a pas eu un problème similaire comme ça ici au Québec avec un tournoi Toujours. code, je pense. Toujours. Ouais. Ça, c'était le tournoi, je pense que tu réfères au eSports Central. Là. Ouais, c'est ça. Parce que les gens se sont pas fait payer, puis même il y avait Sarah qui travaillait là. Elle s'est fait mettre Comme dehors de ça. employée, qu'elle s'est fait mettre dehors, mais qu'elle t'a jamais payé son salaire. Ouais. Puis on s'entend, eSports Central sont fermés aujourd'hui, mais. Ouais, c'est pas évident. Il y a Isaiah dans le chat qui dit les prize pools, c'est tellement pas nécessaire dans un tournoi. La visibilité d'être le vainqueur est beaucoup plus intéressante, sauf si c'est des 100 000 $, of course. Oui et non, parce que comme Babin vient de le dire, si aujourd'hui tu organises un tournoi sans prize pool, ça va être difficile, à moins que tu fais comme Léo, puis tu vas chercher du monde que tu connais, mais ça va être difficile ça va être difficile que le monde s'inscrive, parce que pourquoi je m'inscrirais à un tournoi gratuit, même si je suis pas une bonne équipe, versus les 12 tournois de Valorant qui sont lieu demain virtuellement pour 500 $ ou plus en prize pool.
Fait que c'est ça qui est difficile. À la base, est-ce que les tournois devraient avoir des prize pools? Moi, je suis surpris encore du fait que les tournois à des hauts niveaux ont des prize pools. On parle de la Coupe du monde de soccer. Il n'y a pas de prize pool de la NHL. Il n'y a pas de prize pool de la MLB. Il n'y a pas de prize pool pour ces joueurs-là. Oui, ils ont des salaires. Après, si tu joues dans T1 ou n'importe quoi, à League of Legends, à Dota, à Valorant, il y a des prize pools dans les millions, en plus des salaires que ce monde-là se font. Puis je comprends d'un point de vue que c'est du marketing, right? Fait que le monde va écouter Dota, The International, parce qu'il y a 40 millions en prize pool. S'il n'y avait pas de prize pool à Dota, est-ce que le viewership serait aussi élevé? Je sais pas. Puis à la fin de la journée, c'est du marketing pour le jeu sous-jacent. Puis ça revient à la question de, ces jeux-là sont détenus par des organisations à but, la profitabilité et le but sous-jacent de ces organisations-là, tandis que le soccer ou le hockey ou le football, ça appartient à personne, entre guillemets. Donc c'est peut-être là, mais c'est pas vrai qu'aujourd'hui c'est viable de faire des tournois sans prize pool. Je pense pas. C'est comme un cercle vicieux un peu, là, j'ai l'impression. C'est qu'il y a tellement d'argent qui a été investi, mais le truc, c'est qu'on se rend compte en ce moment, puis il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer en raison. Je vous le dis, là, puis on va le voir là, dans le dernier sujet. Le monde se prépare à la récession, puis il y a plus grand monde qui veut investir beaucoup d'argent dans le e-sport parce qu'ils se rendent compte que finalement, c'est pas l'Eldorado qu'on leur avait promis. Fait que, tu sais, éventuellement, ben oui, les prize pools vont prendre le bord, moi je pense. Puis en tout cas, on peut en parler longtemps, mais je me mets à la place de cette compagnie-là, puis moi je comprends d'où ils viennent. Puis ça sera pas la première, ça sera pas la dernière. Donc, absolument. Bon, parlant de financement, la plateforme Jeunesse Interactive Quartier Québec organise une levée de fonds. Donc, je pense que je vais faire, c'est que je vais jouer la vidéo de 3 minutes parce que ça explique bien le sujet. Je m'appelle Louis-Félix Cochon. Et moi, Stéphanie Armand. Permettez-nous de vous présenter la plateforme Jeunesse Interactive Quartier Québec. Un espace virtuel sécuritaire, accessible via ordinateur, tablette ou cellulaire, qui se présente sous la forme d'un véritable quartier où les jeunes de 14 à 25 ans sont les rois et maîtres. C'est leur place à eux. Vous savez, pour beaucoup de jeunes, la vie est loin d'être facile. En effet, le nombre de jeunes Québécois qui demandent du soutien psychologique ne cesse d'augmenter année après année. C'est bien connu, l'isolement est soit une cause ou bien un symptôme majeur de la détérioration de la santé mentale. C'est avec le but d'apporter des solutions efficaces à l'isolement chez les jeunes que la Fondation des gardiens virtuels, qui a pour mission d'incarner une balise sur Internet pour les personnes en détresse, en plus de promouvoir l'utilisation responsable du numérique, a rassemblé des leaders du milieu des jeux vidéo, de la culture, de communication et divers organismes intervenant auprès des jeunes pour mettre de l'avant ce projet incroyablement novateur. Le monde change. L'Internet est maintenant au cœur de la vie sociale. C'est quoi, je vais l'arrêter. 3 minutes, c'est long. Mais bref, on essaie de récolter 60 000 $ sur la plateforme La Ruche. On est à peu près 1400 aujourd'hui. Vous voyez, c'est encore une fois Miss Harvey qui supporte le projet. C'est un projet de les gardiens virtuels, donc Léonin ou François Savard qui est à la base de tout ça. Ils ont justement, comme on vient de mentionner, rassemblé plusieurs personnes et organisations pour monter ce projet-là qui est essentiellement un espace virtuel qu'on dit sécuritaire pour les jeunes de 14 à 25 ans. C'est pour venir combattre un peu l'isolement qui est à la cause ou un symptôme de la détérioration de santé mentale. Il y a différentes zones d'intérêt dans cet espace virtuel. Donc, si j'ai bien compris, c'est littéralement comme un espace où tu peux rentrer. Ça me rappelle un peu ce que DreamHack ont fait avec récemment avec je me souviens plus comment ils ont appelé ça, DreamHack Virtual ou whatever it was, là, où tu étais comme un petit personnage, tu pouvais rentrer dans un LAN virtuel, te promener, voir des kiosques, voir des scènes, etc. Donc ici, il y a différentes zones. Il y a le stade qui va inclure tout ce qui est activité sport ou même e-sport. La scène, ce qui va être plus des spectacles pour des jeunes artistes. L'agora, partage de connaissances par des conférences ou des débats. L'expo pour les artistes virtuels. Les ateliers, cuisine, yoga, méditation, couture, robotique. Et l'arcade, tout ce qui a trait aux jeux vidéo. Les frais qu'ils ramassent, les 60 000, c'est pour lancer le projet, pour le monter, pour le coder et pour faire le marketing par après. Donc, je tenais quand même à le souligner. C'était pas quelque chose que j'avais vu passer jusqu'à temps que François le partage. Je pense qu'à la base, c'est cool en théorie, conceptuellement, comme projet.
Je sais pas s'ils vont être capables d'aller lever l'argent, puis je sais pas si l'exécution va être là, mais j'aimerais vous entendre, ou si vous avez des questions, mais j'aimerais vous entendre vos réactions sur ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez des réactions. Yeah, ben c'est très lit. Mais j'ai hâte de voir. Un truc que je trouve qu'il y a toujours une genre de séparation entre théoriquement ce que le monde pense qui va aider les jeunes puis ce qui va réellement aider les jeunes. Je veux dire, des plateformes de même, est-ce que ça va vraiment aller. C'est quoi, ils visent 18-25 comment c'était quoi l'âge? 14 à 25. 14 à 25 ans. Moi, à 25 ans, j'irai pas là-dessus, tu sais. Comme ça a l'air cool, puis ça a l'air vraiment d'une belle intention, puis je pense qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font. C'est les gardiens virtuels, je veux pas. Mais je trouve qu'il y a toujours une grosse dichotomie entre genre ce qu'on pense qu'on comprend des jeunes, puis ce que les jeunes veulent, pour avoir enseigné aussi dans des écoles, genre la réalité que les jeunes vivent, on la comprend pas, même si on pense qu'on la comprend. Puis je sais pas, peut-être qu'ils ont posé des questions à des jeunes pour voir qu'est-ce qui pourrait les aider ou qu'est-ce qu'ils veulent. J'espère. Je souhaite que le projet fonctionne. Je souhaite que ça aide vraiment à briser l'isolement chez les jeunes. J'ai hâte de voir à quel point ça va le faire. Puis j'espère que c'est un projet qui va être capable d'évoluer à travers le temps. Puis que c'est pas juste boum, plateforme, c'est bon, on a terminé. Ouais. C'est ça. Ça va, Paco? Je peux commenter là. Ben, je pense qu'ils ont quand même fait une belle preuve de concept avec le Discord des gardiens virtuels. Ça fait quand même un bon moment que ce Discord-là roule. Ils ont des intervenants, ils ont des bénévoles, ils ont eu plusieurs interventions aussi de ce que j'ai su. Donc, je crois qu'avec cette preuve de concept-là, j'ose imaginer que c'est le résultat auquel ils sont venus de dire, ben, peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir une plateforme interactive qui est autre qu'un Discord ou justement peut-être plus anonyme ou un peu plus, comme on dit, ludique. À voir, je sais pas. J'ai pas fait l'analyse, donc je peux pas juger, mais j'imagine qu'il y a une analyse qui a été faite. J'ai hâte de voir comment ils vont prévenir le bullying à travers le cyberbullying à travers la plateforme aussi. Écoute, genre, je check ça. Ça a l'air vraiment intéressant. Ils essayent de ramasser 60 000 $, puis 41%, ce qui est environ 25 000, irait juste pour la programmation, et que tout marche bien. Mais aussi, comme Léo dit, c'est une plateforme de 14 à 25 ans. À 25 ans, je sais pas, moi j'en ai 19, puis ça serait peut-être pas une ressource que moi j'irais pour aller chercher de l'aide, exemple. T'es en train de me dire que tu irais pas sur Club Penguin, Poco? Mais c'est les Club Penguin, c'est différent. Moi j'adore. J'ai grandi avec le Penguin. Moi, j'adore le concept, puis j'ai retrouvé le nom, c'était DreamHack Beyond. J'adore le concept d'essayer de créer ou recréer ce qu'on pourrait avoir dans un monde physique, puis le transférer vers un monde virtuel. Fait que DreamHack Beyond, il avait fait un peu ça. C'était un LAN virtuel, comme j'ai dit, tu te promenais dedans, puis tu pouvais rentrer dans la zone, comme qu'on ferait en vrai dans un DreamHack ici. Il y avait les sponsor booths, il y avait des conférences, il y avait des événements. Personnellement, j'ai vraiment pas aimé l'expérience. Non, mais c'est ça la chose entre l'exécution puis, comme tu as dit, Léo, en théorie, right? Fait que c'est... J'aime le concept ici. Je pense que c'est très cool quand on parle dans l'abstrait d'un monde virtuel où est-ce que les jeunes peuvent aller s'épanouir, c'est safe, on n'a pas peur de se faire justement bully ou est-ce qu'on se sent bien dans notre monde, on est déjà très attaché au virtuel, les nouvelles générations, on est confortable sur notre ordinateur, sur Internet souvent. Mais après, j'ai aussi eu l'expérience, pas dans ce type de cas-là, mais d'essayer d'implanter des plateformes que le monde n'était pas déjà habitué à utiliser. Puis c'est difficile. C'est vraiment difficile. Les jeunes aujourd'hui, quand tu ouvres ton ordi, tu as déjà ta routine. Tu ouvres ton Discord, tu ouvres ton Twitter, whatever it is, tu ouvres ton Fortnite, tu ouvres ton Epic, tu ouvres ton Steam. Puis, tu sais, Babin, tu l'as dit, le concept actuel des gardiens virtuels, c'est un Discord. Les jeunes sont, selon moi, assez confortables, ou les jeunes gamers sont assez confortables sur Discord. Ils savent le naviguer, ils savent aller dans les différents channels. C'est un monde dans lequel ils vivent avec leurs amis. Fait que c'est ton switching cost n'existe pas parce que c'est juste un nouveau Discord channel. Puis c'est un monde qui leur est déjà confortable. Là, si on leur dit, hey, il y a une complètement nouvelle plateforme, va t'inscrire, va créer ton login, va ça, c'est là que je pense qu'on risque de peut-être perdre du monde. Je dis pas que ça va pas marcher, mais c'est là, moi, mon inquiétude
de recréer quelque chose de vraiment comme non attaché à ce qu'ils vivent déjà. Y a-tu pas moyen... Moi, j'aime le concept des gardiens virtuels. Viens dans notre Discord, tu joues à quel jeu? Hey, on se plug sur Epic Games. Durant le COVID, beaucoup des jeunes Epic Games, leur module Fortnite, c'était leur nouveau social meetup place. Genre, ils chillaient dans Fortnite. Puis c'est très cool comme concept. Puis pouvons-nous pas juste build déjà sur un concept qui existe? Y a-tu pas moyen de se plugger dans quelque chose, tu sais, dans mon Steam, dans mon Discord, de faire un overlay, je sais pas trop quoi, ou est-ce que je suis déjà confortable? Bref, je rante un peu, mais j'aime le concept, j'ai peur de l'exécution. Puis on verra si ça va fonctionner ou pas, mais j'espère que oui. Ouais. Ben, c'est sûr que si tu es un jeune en détresse, tu sais, je pense que un des gros problèmes de ma compréhension, c'est que c'est pas tout le monde qui va chercher de l'aide. Ouais. Donc, en plus, tu sais, moi, ce que je voyais comme avantage avant de ce que je comprenais, c'est que les gens étaient présents, par exemple, sur les chats Twitch, étaient présents sur les Discord, donc ils étaient présents où les jeunes sont. Exact. Mais là, ce qu'on fait, c'est un peu le contraire, c'est dire, on a Si créé t'es en des détresse, groupes, viens venez t'inscrire. vers nous. Fait que je sais pas si c'est la formule gagnante. Comme je dis, moi, je souhaite que ça aille pour le mieux. Mais j'ai juste quelques doutes, mais peut-être que ces doutes-là vont être Dissipé, ouais. dissipés. Je le J'espère. souhaite. J'espère. Je veux juste pas... Moi, ce que j'ai toujours peur avec ces projets-là, c'est qu'on crée quelque chose de vraiment cool, vraiment intéressant, mais comme un éléphant blanc où est-ce que ça existe, mais personne l'utilise à la fin. T'sais. Fait qu'on verra. Là, à date, bref, si vous aimez le concept, vous pouvez aller donner sur La Ruche. C'est une plateforme québécoise, je crois, où est-ce qu'on peut lever des fonds pour des projets. Donc, donner. Puis si vous donnez dans certains seuils, vous recevez comme des bénéfices ou des shout-outs ou peut-être des t-shirts, je suis pas certain. C'est du crowdfunding, essentiellement. Donc, allez supporter le projet. Puis je pense, à la base, tout en théorie me semble super bon, super positif, vraiment excellent. J'espère juste que ça va marcher. Et je tenais à le souligner. Donc, on passe au sujet de M. Babin cette semaine. Je suis content qu'on parle. qui lance un débat ou la question suivante. Puis il demande, ou tu demandes, si la relation entre les organisations et les joueurs devrait, dans une certaine façon, être renversée. Donc, on fait ici un parallèle avec les clubs sportifs où les joueurs payent les clubs plutôt que le contraire pour l'encadrement que ces organisations-là viennent offrir aux joueurs. Donc, il y avait... Ça a lancé comme un débat avec des opinions des deux côtés de la question. Certains, comme Blue et BFO, pensent que cette approche rabaisse la valeur que les joueurs apportent aux organisations. Quelle valeur d'eau! Non, ça, on va s'en parler, mais d'autres, il y a Antoine Falso qui dit que il faut un écosystème pour donner accès à la compétition et que ça se fait pas vraiment dans un silo par une seule organisation. Cadium, qui était sur le podcast la semaine dernière, dit que c'est une question d'offre et demande. En sport traditionnel, tes options étaient limitées quant aux équipes dans lesquelles tu voulais jouer, si tu voulais compétitionner localement ou même internationalement. Tandis qu'en sport électronique, tu peux pas mal jouer pour n'importe quelle organisation dans le monde et que souvent, tu n'as même pas besoin d'avoir un org pour compétitionner à la base. D'autres disent que les organisations en offrent pas assez pour que cette relation fasse du sens. Ils n'ont pas de coach expérimenté, par exemple. Tandis que la réplique est souvent que, justement, en payant les orgs, les joueurs leur donnent le pouvoir de rémunérer un staff plus compétent. Finalement, il y en a qui disent simplement qu'ils sont saturés du sujet, qu'on devrait arrêter de faire un parallèle avec les sports traditionnels, qu'on devrait tout simplement se focusser sur les e-sports. Mais je vous laisse réagir. Léo, je sais que tu as des réactions. Je te laisse commencer. Vas-y, Léo. Oh my God! Non, Vas-y, mais pour Léo. vrai, je sais même pas par où commencer. Là, il parle, on baisse la valeur des joueurs. How? Depuis quand est-ce que payer pour participer baisse ta valeur? J'ai fait du sport toute ma vie, j'ai payé toutes mes saisons, j'avais du gear, j'avais des compétitions, j'avais des entraînements, je payais 1000$. T'avais le privilège de jouer dans une meilleure équipe où est-ce que tu payais plus pour jouer pour cette équipe. Non, mais genre, Seigneur, je jouais au foot, ça me coûtait 1000$ ma saison. Puis comme, pas un asti que je chialais, là.
$1000 pour une saison, c'est normal, c'est la normalité. Puis là, le monde, ce qui se passe dans le e-sports en ce moment, c'est qu'ils sont entitled parce qu'ils se sont jamais fait dire les affaires, comment la vie fonctionnait. Ils sont comme, pourquoi je paierais pour faire partie du Norg? Ça baisse ma valeur. First of all, Tikkun, t'as pas de valeur présentement sur le marché. T'es peut-être bon à un jeu vidéo, mais that's the whole fucking thing. Puis genre, c'est ça, c'est que le monde pense qu'il apporte une valeur en jouant pour la org. Mais alors que non, il y en a 100 000 des joueurs qui sont bons aux jeux vidéo au Québec. Genre, t'es pas spécial, on l'est toutes pas, jusqu'à ce qu'on prouve la valeur qu'on a en ce moment. Puis payer une organisation ou une entreprise, ce n'est pas faire baisser ta valeur. Au contraire, c'est que tu reconnais l'importance de l'organisation que tu payes. Et en plus de ça, ils disent, ouais, mais si jamais on paye, faut qu'ils nous donnent des coachs and shit. Comme, ben, d'où c'est ce qu'ils vont faire. Mais tu le fais pas, fait que t'en as pas. Comme, moi, si je suis juste, ça me tue, genre. Ça me tue, ce débat-là, genre. Puis ils disent, faut arrêter de comparer ça au sport traditionnel, mais après ça pleure quand on dit que c'est pas un sport. Choisis ton débat, là. C'est un sport où t'en es pas. Oui, bon, ben, soit traite ça comme un sport. Ok, paye. Comme tous les autres sports qui existent sur cette terre. There you go, j'ai fini mon rant. Ouais, Bon, ça revient un je peu crois comprendre que Léo est du côté de Non, mais je veux dire, il y avait quand même des bons points dans le sens où ouais. c'est pas toutes les organisations qui pourraient être, j'ai pas le mot en français, là, mais entitled à se faire payer par des joueurs parce qu'ils n'ont pas nécessairement les compétences pour encadrer puis faire l'administration d'un tel projet. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pas tout le monde, parce qu'il y en a là, des organisations d'amis, puis comme clairement, je conseillerais pas à un joueur d'investir de l'argent puis de payer ces gens-là pour qu'ils s'occupent de toi. Tu sais, il y en a là, je veux dire, puis il y en a dans le sport aussi là qui s'essaient, puis t'arrives là puis t'es comme, mais quelle gang d'incompétents. Tu sais, il y a un peu des deux, mais c'est sûr que si l'argent vient juste d'un côté puis c'est des organisations, ben on va se retrouver avec le même problème qu'on vient de parler précédemment, où il y a plein d'argent qui est injecté d'un côté, puis de l'autre, il n'y a pas d'argent qui est injecté. Fait qu'on se retrouve que au Québec, mettons, depuis que Mirage est là, j'ai dû en voir à peu près 200 des organisations qui sont mortes puis qui sont parties. Tu sais, je veux dire, il y a une raison. Je veux dire, on est là depuis 2000. Nous, on est là depuis 2017. Je sais même pas s'il y en a une qui est plus âgée que nous, puis c'est pas long, là, 2017, là, c'est pas ben plus vieux, là. Fait que, tu sais, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a définitivement un problème là, dans le modèle actuel, puis on va le voir après, là. Toutes les mises à porte qui sont en train de se faire, c'est qu'il n'y a plus de financement qui arrive. Mais qu'est-ce qui arrive? Ben, à un moment donné, tu sais, tous ces salaires-là de joueurs, ben, il faut qu'ils comprennent que ça, c'est financé par des banques, puis des gens qui investissent, c'est pas financé par des sponsors ou des channels YouTube qui génèrent du revenu, là. Même si c'est des sponsors, c'est que c'est pas généré par des revenus qui sont directement reliés aux joueurs. Puis, exact. Je pense qu'à la base, moi, je peux résumer ma vision de l'affaire, c'est qu'à la base, il faut juste avoir une meilleure vision de la valeur des deux côtés que vous apportez dans une relation. La valeur que l'organisation rapporte réellement, comme si je veux que les joueurs me payent, il faut que ce qu'ils me payent, j'en rapporte plus que cette valeur-là. Et vice-versa. Si des joueurs viennent voir des organisations, ils veulent se faire payer, ou même veulent se faire payer leurs entrées dans des tournois, leur jersey, whatever it is, en théorie, tu devrais être capable de rapporter plus de valeur qu'on te donne. Ce n'est pas nécessairement une valeur 100% financière. Je ne dis pas que si tu veux 1 000 $ par mois en salaire, que tu m'en rapportes financièrement 1 500, mais tu dois, par la bande, me rapporter, moi, comme organisation, je dois être convaincu du fait qu'en te rentrant comme joueur, en te payant 1 000 $ de salaire, je vais au moins aller chercher 1 100 $ à cause que toi, seul, es dans mon organisation. Puis si les joueurs sont convaincus de ce fait-là dans les niveaux où est-ce que nous, on discute, puis même au Tier 1, peut-être aller revoir la valeur que vous avez réellement. Je dis pas à Blue, moi je suis pas là pour abaisser la valeur des joueurs, mais nous on a eu des discussions chez Able avec des joueurs qui voulaient des salaires, qui ont 400 followers sur Twitter, qui ont, tu sais, ils jouent dans un Tier 2, Tier 3.
Mais sans plus, puis tu crées pas de contenu, t'as pas de vrais fans. Toi, tes fans vont pas venir acheter mes jerseys parce que c'est dans mon équipe. Fait que c'est comme, comment est-ce que je peux justifier ça? Puis même dans les Tier 1, comme tu dis, tu sais, comme, allons voir mondialement combien d'équipes e-sportives sont dans le black, fait que profitable, il y en a pas beaucoup. Puis en grande majorité des cas, c'est à cause des salaires extravagants qu'on paye aux joueurs. Mais après, je pense que c'est la même chose avec les tournois, c'est un cercle vicieux. C'est la faute des orgs. Arrêtons de payer ce monde-là. C'est tout. Arrêtons de leur payer plus qu'ils ne valent. Puis le problème, c'est que tu as des organisations qui vont pas payer, mais après, tu en as toujours pas une, mais toujours plusieurs, qui vont promettre des salaires de fou à des joueurs qui ne valent pas la moitié de ce salaire-là, même 10%, puis qu'après, vont fermer 2, 3, 6 mois après. Mais ces joueurs-là n'ont pas compris le fait que c'est pas rentable. Ils ont juste compris que moi, maintenant, je sais que mon base salary, c'est ça que je vaux. Parce que je l'ai eu une fois il y a 6 mois. Même si cette organisation-là a fait faillite. Fait que c'est un peu de notre, entre guillemets, faute des organisations, mais c'est un modèle qui est difficile. Il y en a toujours un. Hein? Je veux dire, c'est la même chose aussi dans le sport traditionnel où il n'y a pas de plafond salarial. C'est le même problème. Là. Tu regardes... au soccer européen, au football, je veux dire, quand tu as le PSG, combien il paye Messi par année, tu sais, je veux dire. Mais après, on s'entend, il va vendre du jersey en masse, là, mais je suis persuadé que c'est quand même un venture pour eux qui est déficitaire versus d'autres clubs. Puis, je veux dire, le meilleur exemple, là, on regarde au Québec, là, on va prendre la LHJMQ, qui est quand même, on s'entend, c'est des équipes qui remplissent des stades de 3, 4, 5 000 personnes, là, je veux dire, c'est pas petit, là. Puis je veux dire, c'est pas mal plus. Toutes les équipes de la LHJMQ sont toutes plus grosses que toutes les organisations au Québec de sport électronique, là, comme No Doubt. Ces joueurs-là sont pas payés genre 4 000 genre, sont payés comme quelques centaines de dollars par mois, puis un hébergement dans une famille d'accueil qui est comme qui leur coûte pas grand-chose là, à l'équipe. Puis il y a quand même des équipes de la LHJMQ qui sont déficitaires. Là, absolument. Puis après, on pense qu'on va aller payer des joueurs de e-sport comme des milliers de dollars, puis qu'on va réussir. En plus que le sport appartient à un développeur de jeu, puis je veux dire, faut se poser des questions là, comme ça n'a presque pas de bon sens de penser que ça va être viable à long terme. Là. Puis. Ouais. Moi, je sais pas si je suis convaincu du fait que les joueurs doivent payer les orgs, ou du moins pas de la façon que les orgs sont structurés aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai lancé quelques exemples sur Twitter. Il y en a déjà qui le font. On regarde la Ligue collégiale de sport électronique au Québec. Toutes ces cégeps-là, 35 cégeps, 500 joueurs, tous ces cégeps-là et tous ces joueurs-là payent pour faire partie de cette ligue-là. Parce que c'est un sport. Et d'habitude, les étudiants payent pour être dans les équipes e-sportives du collège. Il y a un coach qui est payé. Exact. On prend il y a des ressources-là. professionnels derrière tout ça, il y a des coachs, des analystes, mais c'est que des managers. C'est un cercle vicieux. C'est justement, je pense, c'est ce que Babin disait sur Twitter, c'est que le fait que ces étudiants-là payent pour être dans l'équipe, ça crée un budget qui peut rémunérer le staff qui est derrière. Et après, on paye pour être dans la ligue, puis ça crée quelque chose qui devient rentable. Puis pour le cégep et pour le jeune, ça crée une valeur rajoutée à un certain niveau. Même chose pour le Gamer Mentor qui offre du coaching, même chose pour l'Académie Sport Canada qui offre du coaching. Mais c'est peut-être le recadrement que les organisations doivent prendre aussi. C'est moins se baser sur le compétitif et le marketing et plus se baser sur le fait qu'on offre des services. Vous devrez vouloir faire partie de notre org parce que ça va vous améliorer comme joueur. Fait que il y a peut-être un recadrement à faire à certains niveaux, mais l'idée n'est pas aussi folle que certaines le pensent. Moi, je pense aussi qu'il y a bien du monde qui sont des petites superstars dans leur petit cœur et que ça leur fait mal de traiter des princes et des princesses. Mais écoute, moi j'ai joué longtemps du soccer compétitif, puis on avait des superstars, princesses, whatever, mais ils payaient. Ou tu recevais une bourse, de ton université pour faire partie de l'équipe, whatever it is. Mais il y a aussi un recadrement. Moi, j'ai bien aimé le commentaire, justement, de l'écosystème. Puis je pense que c'est Antoine Falso qui l'avait dit, c'est que
tu dois créer une ligue. Tu sais, la LCSS, c'est quand même une ligue autour de ces cégeps-là. Donc, il y a vraiment de la valeur qui est créée à plusieurs niveaux. Puis là, les commanditaires rentrent, tu commandites plus que juste une équipe ou un logo sur un jersey. Ça crée vraiment un écosystème qui me semble plus sustainable à long terme que ce qu'on a aujourd'hui, ou est-ce que c'est juste jouons des tournois qui sont des modèles qui sont unsustainable, on le voit avec Unified. Jouons des tournois gratuits qui nous donnent de l'argent gratuitement, on n'a pas besoin d'org pour participer. Après, jouons dans des ligues où est-ce qu'on n'a pas besoin d'org, mais je veux me faire coacher, je veux me faire payer à tous les niveaux. C'est comme, je veux me faire payer ma ligue, je veux me faire payer un salaire, mais je veux pas que tu prennes un pourcentage de mes winnings. C'est comme, à un moment donné, si vous voulez faire partie d'un projet, il faut prendre un pas de recul puis penser comment est-ce que ce projet-là peut fonctionner de la façon que moi je le vois, si moi je suis central, tu sais, center of the world. Là. Puis c'est le même message au org, puis le même message au tournament organizer, c'est on est tous dans des modèles qui semblent unsustainable selon moi. Tout à fait. Je veux dire, tu sais, même chez Mirage, moi, j'avais pas le choix, par exemple, dans les LAN, de demander un haut pourcentage des winnings. Moi, mon dicton, c'est si tu gagnes de l'argent, je m'attends à ce que tu commences à faire de l'argent dès le moment où tu me rembourses. Ouais. Parce que moi, ça m'a coûté. Puis ça a toujours été ça, mon dicton, dans toutes les équipes qu'on envoyait à des LAN. C'est tu gagnes 6000, si ça nous a coûté 2000, on en reprend 2000, tu fais 4000. Comme. C'est nous qui prenons le risque là, de payer tes inscriptions à l'avance. Fait que nous, on s'attend au moins à voir ce que vous avez gagné. Si vous vous sentez assez confiant et que vous voulez prendre le risque vous-même, puis vous savez que vous allez faire plus d'argent comme ça, comme fine, mais there is no way parce que ça va au moins vous coûter ce que moi ça m'a coûté. Fait comme. Puis legit, quand tu commences à afficher comme ça, ben t'as littéralement le vrai processus qui est propre à tous les sports où t'as un stress de performance qui est quand même souvent aussi positif. Genre, faut que tu performes, t'as pas le choix. T'es motivé à grinder, t'es encore plus motivé à stick ensemble dans une équipe parce que tu veux gagner, t'as pas le choix. Parce que si tu gagnes pas, après plusieurs reprises, puis que l'équipe, tu coûtes cher à l'équipe, ben l'équipe peut te dire, ben tu sais quoi, man, sorry. Ouais. Il y a quand même un point que souvent le parallèle qui est fait entre les organisations e-sportives et ces clubs sportifs, c'est le fait que ces organisations e-sportives-là sont en théorie des sociétés par action à but lucratif, right? Ils veulent faire des profits. Fait que le but d'une organisation de rentrer une équipe, en théorie, ça devrait être de faire un profit à quelque part, soit par la visibilité, soit par les sponsors que ça va rentrer, etc. Fait que il y a quand même, en théorie, si tu veux avoir une équipe, j'imagine que cette équipe-là a une valeur pour toi, sinon tu ne l'aurais pas rentrée. Fait que ça, c'est un autre argument que certaines personnes apportent. Moi, quand je faisais partie de même mes équipes AAA, même Sélection Québec en soccer, c'était pas des organisations profitables ou à but lucratif et j'avais pas le choix. Right? Si je voulais jouer à ce niveau-là, il fallait que je joue pour cette équipe-là. Fait qu'il y a quand même des arguments à faire. Là, comme Able, on est capable d'aller chercher des commanditaires. Un des aspects qui nous fait faire ça, c'est nos joueurs. Est-ce que c'est ce joueur-là spécifiquement? Pas nécessairement, mais sans joueurs, il y a moins de choses qui sont commanditaires. Fait que c'est pas évident. Créateur de contenu, je suis pas mal sûr que c'est pas mal plus ceux qui drain tes commanditaires que tes joueurs. Là, comme 100%. Là. Quand nous on se fait approcher par des commanditaires, c'est rarement comme oui, votre équipe de Rainbow Six, là, nous, on veut commanditer ça. Là, on est into it, puis on sait qu'on va avoir un gros retour. Non, la première chose qu'ils demandent, c'est vous avez XY créateurs de contenu, comme nous, on veut travailler avec ces individus-là. Ouais. Fait que, après, tu deviens plus un talent agency qu'une organisation, right? À la c'est pour ça que je dis, c'est quoi le modèle? Puis il n'y a pas grand monde qui l'ont trouvé encore. C'est quoi le modèle qui est profitable? Puis... Yep. Puis un talent agency, on s'entend que c'est le talent agency qui est payé par le content creator et non l'inverse. Ouais. Et effectivement, mais moi j'ai l'impression peut-être aussi, surtout au Québec, là, puis en général aussi, tu sais, il y en a qui veulent juste être dans le boys club, là, comme on appelle en anglais, là. C'est-à-dire d'être dans le club, de dire moi je suis un owner d'organisation de sport électronique. Avec 2 followers. CEO, Big Boss, il y en a.
sais, il y en a que c'est juste ça qu'ils veulent, puis ils vont s'en foutre de pas avoir un modèle d'affaires, puis de spendre de l'argent juste pour être dans le club. Puis ça existe aussi dans le sport traditionnel, ces gens-là. Mais c'est souvent ceux qui vont nuire à l'écosystème. Absolument. Mais ça existe beaucoup en e-sport aussi ces jours-ci. Puis je pense que ça va Existe justement partout, être le prochain sujet. C'est le sujet de comment il y a du monde qui met de l'argent dans des projets non rentables juste pour le cacher, de dire que je suis part owner d'une organisation e-sportive qui, apparemment, aujourd'hui, c'est très cool de dire ça. Mais justement, le dernier sujet, c'est des mises à la porte, comme Babin a mentionné, par plusieurs organisations e-sportives. Puis on parle à tous les niveaux, incluant les orgs vraiment de Tier 1 qui ont récemment commencé à mettre à la porte des vagues d'employés et de staff. On pense à 100 Thieves, TSM et Order notamment. Certains dans les dizaines et vingtaines d'employés à la fois. On en a parlé, mais les gens voient arriver rapidement une récession ou du moins un resserrement des budgets et une plus grande difficulté à continuer de lever de l'argent. Beaucoup de ces organisations-là vivent sur un modèle où est-ce que c'est juste des rondes de financement consécutives pour financer leur croissance et leurs opérations. Même s'il y a quelqu'un était dans le chat plus tôt puis disait la différence entre les sports traditionnels et les e-sports, c'est qu'il y a du revenu. C'est pas vrai, il y a du revenu en e-sport. C'est juste que les dépenses sont beaucoup plus grandes d'habitude que les revenus. Fait que beaucoup d'experts dans le marché, d'investisseurs, disent que les organisations qui vont survivre seront celles qui pourront sauver le plus d'argent. Moi, ça me fait penser notamment à la vente potentielle de Mirage et Liandra de leur spot de LFL. Là. Ça doit être en lien avec un resserrement qu'on voit arriver. Puis certaines organisations sont dans des coupures de budget dans les centaines de mille par année. Donc, vraiment quelque chose qui s'en vient, qui va impacter les organisations à, je pense, tous les niveaux. Même les petites vont voir peut-être des budgets de marketing ou de commandite baisser dans les compagnies qui leur aident à être rentables ou semi-rentables. Donc, pas nécessairement quelque chose de québécois, mais je trouve que ça faisait bien le lien avec le sujet qu'on vient de discuter. Je ne sais pas si tu as des réactions sur ça spécifiquement, non? Si on a Moi, j'en ai... Il devrait commencer à demander à Courage puis Valkyrie de payer pour faire partie de 100 Thieves. C'est clair. Moi, les owners. Mais genre... moi, j'espère que Valkyrie et Courage ont eu un buy-in puis qu'on leur a pas juste donné des actions de 100 Thieves, mais ça se peut que ça ait été le cas. Puis si c'est le cas, ben, encore une fois, là, c'est un manque de business sense. Là. Moi, j'ai longtemps travaillé dans des cabinets d'avocats, puis le jour où tu voulais devenir associé, ben, tu payais pour devenir associé, puis c'est le revenu qui venait après qui te motivait à payer, mais il y avait toujours un buy-in. Puis... Du capitalisme. Hein? Mais, ouais, mais on pense que ça va juste affecter les organisations, mais je vous garantis que les créateurs de contenu aussi vont être affectés parce que en ce moment, il y a un resserrement, puis ce resserrement-là fait en sorte qu'il va y avoir beaucoup moins de dépenses au niveau marketing pour beaucoup de compagnies qui sont en mode justement d'investissement pour faire grossir leur marché, donc qui sont pas profitables. Puis là où cet argent-là est investi, ben, il y en a beaucoup que c'est à travers, par exemple, des ads de Twitch, des ads de YouTube. Mais qu'est-ce que ça va faire? C'est que les dollars par ad vont diminuer pour la majorité des créateurs de contenu. Les deals vont diminuer pour les créateurs de contenu. Puis par la bande, ben, ils vont aussi diminuer pour les organisations. Donc là, c'est normal qu'on commence à couper des employés. On propose même comme, je pense que c'est Y Combinator, qui est un des plus gros accélérateurs d'entreprises au monde, qui dit à ces entreprises, prévoyez au moins un 36 mois, un 3 ans d'argent dans votre compte de banque pour vos dépenses futures parce que vous n'en reverrez pas une scène dans les prochains temps. Comme, si tu fais pas cet ajustement-là, tu vas mourir. Puis c'est ce qui va arriver pour beaucoup d'organisations en tiers 1 puis en tiers 2. Comme le monde, ils le pensent pas, là. Tu sais, les petits jeunes qui disent qu'ils veulent des salaires de fou, là, ben, ils vont le voir, là. Tu sais, bientôt, FaZe, ils vont manger ça dur, là, s'ils font pas des coupures, là. Au nombre d'argent qu'ils perdent, là, en ce moment, là. Ouais, puis ça paraît beau de l'extérieur. Petit IPO là. qui a pas vraiment fonctionné. Puis c'est pas un bon timing pour des IPO, tout est en train de cracher. Fait que, tu sais, les jeunes disent ah oui, FaZe, c'est fou, il doit faire de l'argent, ça n'a pas de bon sens. Oui. De l'extérieur. De l'intérieur, ça fait des années qu'ils sont pas wow, là. Comme, tu sais,
Fait qu'il y a beaucoup d'organisations qui en ce moment doivent couper, puis je serais pas étonné qu'on va voir des ventes, des faillites, comme c'est arrivé pendant quand le COVID a frappé. C'était la même chose, tu sais, il y avait plus de spending, où les compagnies coupaient en premier, ben, de un, pour le financement, les e-sports, ça perd de l'argent, on coupe ça. Moi, je mets plus une scène là-dedans. De deux, le spending en marketing pendant le COVID, il y avait bien des entreprises qui étaient là, mais moi, j'ai rien spend, tout mon commerce est fermé. Fait que tout cet argent-là, ben, où c'était coupé en premier? Ben, les créateurs de contenu, les équipes de e-sports, ben, désolé, on avait un deal, mais là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Fait que nous, on coupe tout cet argent-là. Fait que tu as vu des organisations qui sont décédées. Il y avait Ghost Gaming, que je me rappelais. Là, ils ont été rachetés, je pense, le branding, tout ça, il n'y a pas longtemps, mais ça avait fermé. Puis c'était quand même un gros brand. Puis il y en a plusieurs autres. Puis toutes les tiers-1 qu'on pense qui ont du succès, il y en a qui vont fermer. C'est ça, c'est que plusieurs de ces compagnies-là, comme à l'externe, ils utilisent en marketing, en tout, puis FaZe, ça a de l'air incroyable, mais c'est un bon exemple, mais ils travaillent avec un runway, puis pour ceux runway, c'est moins indicatif qu'on terme, mais ils travaillent avec de l'argent en banque qui ne les soutient pas plus qu'un 3, 6 mois, 12 mois, gros max. Puis ils ont toujours en vue dans leur business plan, c'est incrusté dans leur business plan que dans 12 mois, je vais lever une autre ronde. Mais après, si ça, c'est ton business plan, puis t'es pas capable de lever dans 12 mois, t'es fucked! What's your backup plan, là? Puis, tu le vois, là, un des meilleurs exemples que je donne à mon entourage, c'est Overactive Media, qui est une compagnie de Toronto, que Mad Lions à LEC, qui a un spot en CDL avec Toronto Ultra, qui a un spot en Overwatch League, puis un paquet d'autres assets. En ce moment, leur valuation là, est à 40 millions de dollars canadiens. Avec ça veut dire, franchises. ça veut dire là, que ça couvre même pas les frais qu'ils ont payés pour un spot en CDL. Ça veut dire que ça couvre seulement ce que j'ai payé pour la CDL, ça couvre même pas ce que j'ai payé pour la LEC, ça couvre même pas ce que j'ai payé pour la Overwatch League. Ça m'a un bon deal d'acquisition aujourd'hui. À 40 millions, t'as un spot de CDL, Overwatch League, puis DLEC, c'est un pas pire deal. K-Corp, ça parlait de 28 millions pour un spot à LEC. Crème, bonus-moi ça. Un spot de LEC, un spot de CDL, un spot de Overwatch League. Mais même là, le truc, c'est que si t'achètes ça, c'est toutes des ventures, c'est tous des projets qui vont brûler de l'argent. Fait que t'es pas sorti du. T'es pas sorti du trou. Tu vas toujours brûler de l'argent, puis c'est tout, là. Ouais, t'achètes à 40 millions, puis tes frais d'opération à chaque année sont de 10-20 millions anyway. Là, c'est ça. Fait que. Moi, ça me prouve qu'il y a un réel problème, puis c'est facile à voir. Là, si vous êtes curieux, il y a plusieurs compagnies maintenant qui sont publiques. Un des plus drôles, c'est la compagnie de supposément David Beckham, là, Guild eSports. Qui disent le propriétaire c'est David Beckham. Non, David Beckham il se fait payer comme 5 millions par année pour être là. C'est pas lui qui investit l'argent. Là. Y'a pas FaZe qui est sur le point de devenir public aussi? Ben FaZe, ça fait 18 mois qu'il parle de ça, pis c'est comme un pseudo-fake reverse IPO, whatever. Je sais pas se savoir sont auto-donné un 1 milliard de valo, puis il y avait des milestones de revenus qui ont 0 hit. Fait qu'ils sont un peu beaucoup dans le trouble avec ça. Mais Guild aussi, puis Overactive, la même chose. Je dis pas que c'est des compagnies que j'aime pas, mais ils mettent toujours de l'avant le fait que leurs revenus ont augmenté de 50% ou de 150% de l'année précédente, mais ils sont 250% plus déficitaires que l'année. Fait que c'est comme, tu dépenses 5$ pour en faire un, ça aucun... on est en growth phase. Je peux t'en faire une business comme ça. Donnez-moi 50 millions, je vous garantis que je vais aller chercher au moins 1 million de revenus. Check ça, regarde, je te fais un deal, là. Tu vas me donner... Ok, je vais te donner 75 cents. Toi, tu vas m'en donner 25. Puis tu vas voir, là, je vais grow, là, comme pas possible. C'est un business plan, là, infaillible. Tu vas voir, mon revenu va augmenter, là. Ouais, écoute, c'est un peu ça. Puis tu sais, c'est vrai que durant des growth phases, c'est normal d'être déficitaire, mais c'est juste que ce que les investisseurs commençaient déjà, même avant ce resserrement-là, à comprendre, c'est attends, les business plans de ces gens-là semblent pas avoir comme un voici comment on va devenir profitable ou à quel moment. Puis encore plus maintenant avec le resserrement, comme tu as dit, Babin, c'est un huge burn rate expense que le monde se dit, voyons donc, 70% de votre revenu, c'est des sponsors. La seule manière de lever de l'argent en ce moment, tu as deux choix. Soit tu as un projet Web3,
Fait que là, tu vas voir des organisations, avoir des projets de crypto-monnaie, Je pense qu'il y a Disney qui vient de lancer genre un accélérateur Web3. Oui. Fait ou comment on appelle les produits digitales NFTs. ou un projet NFT. Fait que ça, tu vas les voir dans les organisations e-sport si tu l'as pas déjà fait. Ouais. Puis le troisième, c'est des organisations qui vont se mettre à développer des jeux vidéo, parce que c'est là qu'il y a vraiment 100 l'argent. Thieves sont Fait que là-dedans. AKA 100 Thieves, c'est la seule raison pourquoi ils vont réussir à lever de l'argent. Parce que c'est certainement du pas le game business production, model. ça lève du cash. C'est ça. Puis ça pose une réelle question sur le modèle encore une fois. Si t'es pas capable de lever de l'argent sur ton business plan initial, puis t'as besoin, ton core business, puis t'as besoin de créer des projets NFT, puis de crypto, puis de développement de jeu, il y a un problème, là. C'est... Fait que voilà, c'est pas tout est rose en sport électronique, malheureusement. Non. Mais on a du fun. Ah, on a du fun. On est pauvres, mais on est heureux. C'est pas l'argent qui fait la joie du monde, right? Fait que, comme je disais à quelqu'un il y a pas si longtemps, un jeune qui m'avait approché, n'allez pas nécessairement dans le e-sports pour être riche. Vous allez être déçus. Il n'y a pas vraiment d'argent à faire ici. C'est qu'il y a de l'argent, mais pour être rentable, pour vouloir faire beaucoup de profit, c'est loin d'être l'industrie où est-ce que tu veux rentrer. Ouais. Mais moi, personnellement, je trouve justement le fait que personne n'a figure out le business model, je trouve que c'est un challenge très intéressant. Il y a beaucoup de place pour la créativité en termes de business. Moi, je suis un de ceux qui pensent que justement, on se colle un peu trop au sport traditionnel, pas en disant que l'e-sport n'est ou n'est pas un sport, mais que le modèle des sports et des jeux vidéo est très différent à plusieurs niveaux qui justement, on peut pas faire un parallèle un pour un. Donc, peut-être qu'avec le Metaverse, moi, j'y crois beaucoup, le Web3, pas nécessairement de comment on y parle généralement, mais je vois le crossover avec le e-sport, puis je vois du potentiel pour plus d'engagement, plus de virtualisation avec le fanbase. On a parlé un peu de ce que Miss Harvey et compagnie avec les gardiens virtuels veulent faire ici, mais tu sais, des mondes virtuels, être spectateur dans un Twitch pour un tournoi e-sportif, honnêtement, là, c'est horrible. Selon moi, c'est horrible. Il y a tellement des meilleures façons de faire avec les technologies qui s'en viennent. Fait que, moi, j'ai aucun doute que l'e-sport est là pour rester, mais justement, il y a des trucs à figure out, là. Il y a des recadrements à faire. Peut-être que ça commence avec le fait que les joueurs vont payer les orcs, who knows? Mais j'ai aimé les débats. Je sais pas si vous avez des réactions, des commentaires finaux avant justement qu'on ferme le stream ou des shout-outs. Ou si vous avez des choses à dire que vous avez pas eu la chance de dire. Moi parce que je suis très cool. Voilà. Shout-out à Léo, son tournoi dimanche. Loguez-vous. Allez regarder du très haut niveau de Valorant québécois. Mais ça va être du très haut niveau de entertainment. Aujourd'hui, on va comprendre dimanche pourquoi est-ce que le Gold c'est meilleur que Radiant. Moi, j'ai joué contre des joueurs Gold qui sont qui sont très très bons. Ben Poco, shout-out, commentaire de clôture ou pas? Non. Maybe. Yes. Cool. Ben, écoutez, messieurs, dames, le resserrement budgétaire ne va pas affecter ce podcast parce que ça ne coûte rien. On ne paye pas nos invités. Donc, si vous voulez être invité, n'hésitez pas de nous le mentionner. Et on fait ça tous les jeudis soirs. Tous les épisodes du podcast sont sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Allez aimer, partager, liker. Et aimer, liker, un peu la même chose. Et répondez aux questions qu'on demande sur notre médias sociaux des Bully Sports. On veut vous entendre sur ces sujets-là. On lance des bons récemment et ça a créé des bons débats. Il y en a certains qui semblent le prendre personnel, mais vraiment avoir deux points de vue sur un sujet, c'est vraiment ça qui fait intéressant. Si tout le monde voyait de la même façon, on ne parlerait pas longtemps. Bernie, il dit shout-out à lui-même. Toujours un beau shout-out à Bernie Media, qui fait des trucs incroyables en termes de production et de visuel. Si vous avez des besoins pour faire ça, appelez-le. Je pense justement qu'il était au Comic-Con ce week-end avec Shiro et compagnie dans la zone indie. On se revoit. Shout-out. On se revoit la semaine prochaine. Et entre-temps, au tournoi de Léo Vinci,
C'est quoi? Les Vinci The Rivals. Vinci Rivals. Ce dimanche, à compter de Yo, quelle heure? marketing. Ça commence à 14h dimanche sur ma chaîne. Donc, be there or be square, comme on dit, hein? Don't be square. Be there. Don't square, be there. Merci, messieurs, dames. On se revoit très, très bientôt. Bonne soirée.